Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Garage que j'ai le plaisir de présenter avec Driss Abdi. Salut Driss. Salut Alexandre. Ah, bah ouais, un peu de chaleur enfin. La semaine dernière, t'étais tellement déçu que j'ai tout revu. Mais oui, c'est le printemps, il fait beau, profitons-en. Le Garage chaque mercredi à 21h, mais aussi 24h sur 24 sur le site watch.tv. Abonnez-vous également au podcast sur iTunes, c'est gratuit, puis vous pouvez l'écouter dans la voiture. Vous nous suivez, réagissez également sur les réseaux sociaux avec le hashtag le Garage TV. Un sommaire qu'on va essayer de tenir cette semaine avec à l'essai les nouvelles générations de l'Audi Q5 et de la Kia Picanto. Et puis on essaiera de trouver un petit peu de temps pour parler à nouveau d'un scooter, cette fois le Kymco AK550. Driss nous expliquera tout ça en fin d'émission. Avec nous en plateau, j'ai le plaisir de retrouver à nouveau Philippe Martinet. Salut. Bonjour Philippe. Alexandre, bonjour. Carissime.com. Et puis également notre ami Nico Hedek qui ne nous quitte plus. Salut Nico. Salut Alex, salut Driss, salut Philippe. Tu t'es mis au scooter toi? Ouais, je suis super énervé là depuis un mois. Ouais, j'ai fait ma petite formation de 7 heures pour pouvoir accéder aux 125 cm3. C'est pas mal d'ailleurs, hein. Pour le coup c'est bien de passer ce genre de choses parce que ça permet d'apprendre déjà pour ceux qui savent pas. Moi je savais, mais il y en a plein qui savent pas rouler en deux roues. Ouais. Et de réapprendre les règles de base, hein, c'est plutôt intéressant de le faire. Et je vous invite à suivre l'émission Moto & Co le lundi soir 21h qui parle de roues et donc également de scooters. Voilà, les présentations sont faites, on se retrouve tout de suite. Voilà, 8 ans après la première génération, Audi revient avec le nouveau Q5. Alors si d'extérieur on pourrait penser que Audi n'a pas changé grand chose, il semblerait que ce soit pas tout à fait la même chose. Driss, Nico, vous l'avez essayé, on regarde ça et on se retrouve dans 5 minutes. Sur les routes marocaines, au volant du Q5, Nicolas, oui. Ce Q5 sorti il y a 9 ans. Hein. Ouais, 2008. Le lancement du Q5, la première génération. C'est la première fois d'ailleurs qu'Audi a lancé un SUV compact. C'était un peu, je crois, les derniers arrivants hein, sur ce créneau, il me semble. Quoique le GLK est arrivé en même temps, quasiment, hein, c'était à peu de choses près. Sauf que le GLK chez Mercedes s'est pas vendu et celui-là, il a un peu cartonné quand même. Oui. Je crois que, alors ce qu'on nous a dit, c'est que sur l'échelle des SUV chez Audi, en prenant Q7, Q5, Q3, le Q5 c'est la moitié des ventes. Exactement. Dans le monde, ce qui est énorme. C'est le best-seller, mais ouais. Pour autant, voilà, on n'en est qu'à la deuxième version en 9 ans, ce qui est assez étonnant. Bon, ils sont bien gavés avec la première génération, on va dire, hein, on peut dire ça. Non mais voilà, pour être honnête, ils ont été, je crois qu'ils ont été numéro 1 en France chaque année, sauf l'année dernière, parce que le GLC coupé est arrivé chez Mercedes. Ouais, exactement. Donc, alors quoi de neuf sur cette version 2017? Il y a pas mal de choses. Hein, ouais, il y a beaucoup de choses. Déjà en termes de design, alors c'est vrai que de l'extérieur, les codes sont les mêmes, quasiment, hein, quelques millimètres, hein, c'est vraiment quasiment pareil. Pourtant on a une nouvelle base technique, nouveau châssis. Et surtout en termes de design, je trouve qu'elle a évolué dans le bon sens. C'est une voiture qui est plus marquée visuellement, ça rend plus agressif, plus dynamique, plus anguleuse, un truc un peu plus acéré. Et ça lui va pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime beaucoup. Ouais. C'est plus discret que le Q7 qui est quand même très gros. Ouais. Pour autant, on a beaucoup de place et c'est super confortable à l'intérieur. C'est hyper confort. Alors ça oui, alors pour rebondir sur l'habitacle, on a quand même quelque chose de toujours très bien fini. On hérite pas mal de choses du Q7, hein, avec notamment le trackpad qui est au milieu là, qui permet de faire pas mal de choses. Le Virtual Cockpit. Le Virtual Cockpit, bien sûr. Ça fait 2 jours hein, qu'on est au volant de cette voiture, on a beaucoup roulé et pour sur autant... les routes marocaines, alors de surcroît, route marocaine, on n'a pas fait d'autoroute du tout, hein, on est sur des petites routes de campagne, il y a des bosses, du off-road, il y a du off-road, il y a des nids de poules par endroit, enfin bref, la voiture est quand même mise à rude épreuve, hein, on peut dire, hein, c'est quand même des conditions un peu difficiles pour une voiture de série, on va dire. Et pour autant, on n'a pas eu besoin de se faire masser, hein, on rentre le soir, on est toujours très très bien. Il y a une des raisons, c'est on va peut-être parler de la suspension. Hein. Il y a une nouvelle suspension qui. Il y a 2 possibilités de suspension en fait sur le Q5. Soit on met rien, soit on met 2 types de suspension en option. C'est des options. L'une, c'est une suspension, on va dire, avec un système hydraulique qui permet de durcir les suspensions. Ce qu'on trouve d'ailleurs sur la plupart des Audi. On va dire d'entrée de gamme. Par contre, ce qu'on a
en autre option, c'est la suspension pneumatique. Et là, on l'a plutôt sur du haut de gamme, sur du Q7, sur du Touareg aussi depuis longtemps. Et je trouve que ça apporte énormément parce qu'on peut faire en plus varier la hauteur du véhicule grâce à ça. Donc ça, on l'a utilisé sur les parties off-road, pardon. Ce qu'il y avait d'intéressant aussi de préciser, c'est qu'en fonction de la vitesse de ton véhicule, il va se rabaisser ou se surélever. Hein. Donc plus, si tu es en off-road et que tu commences à rouler à plus de 80 km/h, le système va se dire bon bah finalement tu n'as pas besoin que la voiture soit si haut, il faut que ce soit un peu plus, que ton CX soit un peu plus performant, et donc elle se rabaisse. Alors surtout ce qui est important, c'est qu'on a une voiture qui finalement est aujourd'hui plus polyvalente, elle est confortable, elle est hyper agile. Et grâce à cette fameuse suspension pneumatique, en mode off-road, on arrive à passer dans des endroits assez étonnants finalement. Très. C'était pas le cas du précédent Q5 pour le coup. Donc non, je crois qu'il y a une version hybride qui doit arriver un peu plus tard. Oui, ça a été confirmé. Ça a été confirmé. Il y a une version SQ5 aussi, essence et diesel. On aura deux possibilités. Tu parlais du Macan tout à l'heure. Le Macan a un prix d'entrée quand même plus élevé, beaucoup plus élevé même. 60 000 sur un Macan, sachant qu'on met 20 000 € d'options dedans. Un Macan, le ticket c'est 80. Voilà, là c'est à partir de 40 000 et quelques. Ouais, 40 750 € exactement pour l'entrée de gamme. Je pense avec, je crois qu'il n'y a même pas un cendrier pour ce prix-là ou un allume-cigare. C'est ce qu'on nous disait. De toute manière, ce type de véhicule-là, on est sur un ticket moyen. Les clients mettent des options. Ouais, c'est plus 55-60 000 justement, là où démarre le Macan. Bon, le Macan c'est plus sportif, c'est autre chose. On n'est pas sur le même délire, mais j'ai tendance à préférer ça, moi, très honnêtement. Parce que finalement en termes de polyvalence et de facilité et d'agilité, je trouve ça très bien et ça fait bien le job. Donc tu achètes? Ouais, moi j'achète. T'achètes aussi? Complètement, moi je suis 60, Alex il achète aussi, non? Probablement, il a deux filles et tout, qui commencent à être grandes aussi, au collège, tout ça, vraiment ça prend de la place, des affaires, tout ça. Donc 180 000. 180 000, Benjamin, c'est 180 000 s'il te plaît, allez, à tout de suite. Voilà, le message est passé. J'essaierai quand même avant d'acheter les enfants. Tu peux y aller, franchement, tu peux y aller, mais les yeux fermés, c'est quand même. Et toi, Philippe, tu l'essayes aussi? Qu'est-ce que tu es d'accord avec eux? T'achètes aussi? Effectivement, ils ont fait quelque chose d'assez exceptionnel. Et en termes toujours, moi j'ai ce petit côté pilote qui est toujours sous-jacent derrière la façon dont j'essaye une voiture. Et effectivement, le ressenti, encore une fois, qu'on a, qui est complètement nouveau encore sur une Audi, c'est-à-dire on sait exactement ce qui se passe avec ses roues et leur suspension. C'est juste diabolique. On avait une suspension pneumatique sur le nôtre, justement, qui est optionnelle, qui n'est pas hyper chère. C'est indispensable. On met des choses. Mais c'est vraiment génial. Ça apporte beaucoup. Et je l'ai essayé assez fort sur les pistes, là, la façon dont elle se conduit, mais c'est sur un fil d'une façon très simple, avec un retour d'information extraordinaire. J'ai été bluffé, moi, par ça, carrément. Ce qui m'a frappé, j'en parlais, on a fait les mêmes routes il y a quelques années, il y a peut-être de ça 3 ans avec le Macan, ou 4 ans, avec le Porsche Macan. J'avais pas ce ressenti-là. Le Macan m'a pourtant une voiture sportive, agile, qui est capable de... Enfin, pas forcément, elle n'est pas capable de grand-chose, on va dire, en off-road, mais j'ai pas eu ce ressenti, c'est-à-dire que là, on voit un gros progrès en termes d'agilité, de légèreté de la voiture. 90 kg de moins, quand même. Moi qui n'ai pas essayé cette voiture, j'ai effectivement l'impression, vous entendre, qu'elle n'a plus rien à voir en termes de comportement avec le précédent Q5, qui était un peu pâteau. Sincèrement, moi, je me souviens d'un comportement largement sous erreur parfois. Là, ça a l'air d'être beaucoup plus équilibré. Non, tu peux y aller. C'est un pur plaisir. C'est un pur plaisir à rouler. J'ai pris plus, je le répète, j'ai pris plus de plaisir avec une Audi Q5 2 litres TFSI qui est pas un moteur de dingue, qu'avec un Macan avec un V6 4 ans plus tôt. Sur les mêmes routes, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que je suis pas anti-Porsche du tout, j'adore cette marque, mais là pour le coup, on est quand même moins cher et on a un produit qui est vraiment très bon, efficace. Très efficace. Et même sur le bitume. Parce que on a fait toute une partie de petites routes là sur du bitume. Carrément, en plus, carrément. Tu peux tout faire, tu peux aller partout. C'est vraiment extraordinaire, mais franchement, vous parlez vraiment bluffé. Vous parlez d'un ticket d'entrée quasiment à 20 000 € de moins. Comment, à la limite, Porsche peut justifier 20 000 € de plus en voyant ça?
C'est quoi là? Bon, il y a le moteur peut-être Les moteurs sont pas les mêmes, déjà. Ouais. Faut être, ils n'ont pas de 4 cylindres sur le Macan, jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, ils ont pas proposé ça, déjà. Donc c'est des moteurs qui sont plus gros, c'est peut-être des freins qui sont plus endurants aussi, parce que moteur plus gros, plus de puissance, etc. Il y a pas mal de... Je pense que peut-être... Alors c'est pas les mêmes suspensions, puis en plus le Macan, il y a un truc, c'est qu'ils ont mis sur une base de l'ancien Q5. Donc déjà, techniquement... On va pas dire qu'on commence à être dépassé, mais il va falloir se mettre à jour aussi de ce côté-là. Par rapport au Q5 actuel, par rapport au Q5, ils n'ont pas le choix. Ça va être un problème pour le Macan d'ailleurs, parce qu'il est pas si vieux que ça. Il va donc sauter la case facelift, logiquement. Hein. Je sais pas. Après, il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que les clients Porsche sont pas forcément non plus des clients Audi, qu'ils aiment le blason Porsche. On a beaucoup de gens aussi qui étaient sur du Cayenne, qui sont descendus sur le Macan, le principe du downsizing qu'on voit en termes de véhicules, comme le Q7 ou Q7, Q5, c'est un peu la même histoire. Ces personnes-là qui ont quand même un peu d'argent préfèrent mettre 80 000 € dans un Macan hyper équipé plutôt que mettre 100 000 dans un Cayenne à peu près équipé. Ça, on en est là aussi. Donc je pense que la clientèle Porsche restera Porsche et il n'y ira pas forcément sur un Q5 qui est un peu plus tout venant, entre guillemets. Je dis bien un peu plus. On voit plus de Q5 que de Porsche Macan. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des SUV les plus vendus au monde, le Q5 en tout cas, c'est le SUV le plus vendu chez Audi. Ils ont fait un carton, alors je sais plus, on citait les chiffres tout à l'heure. Alors, Audi était, de mémoire, je vous dis, c'est à peu près, je parle pour la France, c'est 6 000 ventes par an. Ils ont été dépassés une seule fois, c'est avec l'arrivée du GLC. L'année dernière, sachant alors ce qui est amusant, c'est que sur ce segment, dans les 5 premiers, il y a 4 premiums. Le premier, c'est le Nissan X-Trail, aujourd'hui, 20 000 ventes. Ensuite, quasiment égalité, c'est Audi et Mercedes, et puis il y a le BMW X3, le Volvo XC60 qui sont encore un petit peu en retrait. Les nouveaux arrivent chez Volvo. Nouveaux XC60 et alors ce qui est intéressant et à mon avis qui va bouleverser ce segment, c'est le Skoda Kodiaq qui est en vente actuellement, et puis le nouveau Koleos pour lequel Renault a de grosses ambitions, qui ressemblera plus du tout à ce qu'on connaît du Koleos. Ce qui est pas plus mal. Voilà, c'est pas plus mal, on est d'accord. Qui va prendre ça va être une montée en gamme, on va le voir arriver très bientôt, on l'a vu à Genève, donc voilà, le segment va être un petit peu bouleversé et Renault a des ambitions même face à un Q5, donc on va voir s'il y arrive, mais voilà. Il y a du boulot, Il y a du boulot. Parce que là, en termes de qualité premium et tout, voilà, on va pas se voiler la face. Et c'est surtout, effectivement, en termes de châssis, ils ont fait des progrès absolument énormes. Et pour aller toucher ça maintenant sur un SUV, je parle, ça va pas être évident du tout. Voilà, on va voir donc si le Q5 reprend sa place de leader des premiums. Et on va enchaîner sans transition avec une voiture beaucoup plus petite. C'est la 3e génération de la Kia Picanto qui fait ses premiers tours de roue en ce moment. Et Philippe, on en a pris le volant. Absolument. Donc je propose qu'on se transfère sur les routes espagnoles pour essayer la Kia Picanto. On y va. Alors on essaye aujourd'hui la nouvelle Kia Picanto, la petite Kia du segment A, c'est la 3e génération. Pour l'essayer, je suis en Espagne avec Philippe Martinez. Salut Philippe. Salut Alex. Alors Philippe, cette Kia, on va commencer par son design. Il est finalement dans les canons, je veux dire, de Kia en ce moment, c'est-à-dire quelque chose d'assez anguleux, assez agressif, et en fait, elle a presque, on va dire, l'allure d'une voiture du segment supérieur. Elle est très expressive, cette petite Picanto. Clairement, et moi je trouve ça franchement sympathique parce que là on est en finition GT Line en plus, c'est-à-dire qu'elle a vraiment des accessoires qui sont typiques effectivement d'une voiture un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus sportive, dirons-nous. Et moi j'aime bien parce que je trouve qu'on revient dans ces voitures qu'on peut distinguer. C'est sûr qu'elle passera pas inaperçue dans la circulation, et en même temps c'est bien fait, quoi. C'est pas too much. J'aime bien ça. Alors évidemment ça se démarque aussi de... À un moment, on a eu l'impression que les voitures se ressemblaient toutes. On a dit que la Twingo ressemblait à la Fiat 500, etc. C'est vrai que bon, celle-là, elle est dans les mêmes proportions, mais voilà, elle a ses petits côtés un petit peu distinctifs. Alors, on va rentrer à l'intérieur maintenant, où on découvre une voiture qui est finalement là aussi dans la même mouvance que ce que fait Kia avec la Rio toujours. On va retrouver une instrumentation assez proche. Il y a juste l'ordinateur de bord qui est là, un petit peu plus simple, mais néanmoins toujours complet. Cet écran tactile un petit peu flottant au-dessus de la planche de bord. Une finition plutôt, ma foi, bien assemblée. On a vraiment l'impression de monter dans une voiture européenne, hein, Philippe. Hein.
c'est plus du bas de gamme. Clairement, ah non, pas du tout. Hein. C'est tout à fait, comme tu disais, dans les standards européens à 100%. Et puis en plus, moi je trouve qu'il y a des petits éléments de design comme les aérateurs, aussi bien latéraux ouais, que c'est centraux. travaillé, c'est pas... C'est travaillé, ouais, voilà. Et les boutons, c'est aussi sympa, ils sont bien visibles, il n'y a pas besoin de chercher. Des choses assez élémentaires pour moi, comme le warning, on le trouve immédiatement sous la main, il est bien positionné. Et puis le volant aussi est assez sympa, et même si on le trouve un petit peu grand. Alors toi, tu le trouves un petit peu grand. Alors moi, je dois dire que il y a une chose qui m'a finalement assez plu tout de suite, c'est que j'ai trouvé une position de conduite assez facilement. Ouais. Je trouve que la sellerie est accueillante, maintient bien, mieux même que dans certaines voitures du segment supérieur. Je me faisais cette réflexion-là après avoir essayé une compacte la semaine dernière où j'étais moins bien assis, une japonaise en l'occurrence. Là, voilà, je suis plutôt bien maintenu sur les côtés. L'assise des sièges est suffisamment longue pour que ce soit, on va dire, assez confortable. Et puis, il y a un petit repose-pied qui est bien placé du côté gauche, ce qui fait que on peut voyager un petit peu sans trop se fatiguer. Et alors, voilà, après, on va parler, bon, évidemment, des sensations au volant. Alors, toi, tu trouvais le volant un petit peu trop grand parce qu'il te gêne dans la visibilité de l'instrumentation. Exactement. C'est vrai. Voilà, chacun après c'est en fonction de sa position. Moi j'arrive plutôt à la voir correctement. On va parler de des sensations de conduite. Alors on est sur une version 1,2 litre 84 chevaux, c'est un moteur atmosphérique et c'est peut-être là le défaut de la voiture. Alors effectivement, ce qu'on peut lui reprocher, dans les tours il fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Par contre, à bas régime, il n'y a pas grand chose, il faut reconnaître. On aurait aimé un moteur un tout petit peu plus coupleux pour une citadine, mais effectivement, dès qu'on en prend l'habitude, on prend des tours tout de suite, c'est un atmosphérique, donc il faut savoir aussi l'utiliser, il faut l'accepter comme tel, mais c'est vrai que dans la circulation, dans les reprises surtout, en fait, voilà, c'est juste dans les reprises. En fait, on commence à s'habituer à ces petits blocs 3 cylindres turbo-compressés autour d'un litre, qu'il y a en a un dans la Rio, et c'est vrai qu'il est plutôt volontaire, il est péchu, et on aurait finalement aimé le retrouver dans ce genre de définition à bord de la Picanto. Il lui aurait donné vraiment pour le coup le côté piquant, voilà, qui manque peut-être à ce moteur. Maintenant, ce qui est quand même sympa, c'est que la voiture est légère et surtout très informative. Clairement. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a eu l'occasion de la conduire un petit peu rapidement, et c'est, même si c'est une toute petite voiture avec son moteur, bien entendu, toute proportion gardée, et en finale, c'est assez marrant, parce que c'est vrai que je disais qu'on a l'impression de conduire à l'ancienne, mais conduire à l'ancienne dans le bon sens du terme, c'est-à-dire conduire à l'ancienne avec une voiture moderne. C'est-à-dire qu'on a l'appréhension d'une voiture ancienne, c'est-à-dire avec des sensations, on sent très très bien la voiture, c'est vrai, hein, et en même temps, on a la sécurité d'une voiture moderne, donc c'est vraiment bien fait de ce côté-là. Et comme tu disais à juste titre, avec un ESP qui, contrairement à d'autres véhicules de la catégorie, n'est pas du tout intrusif. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a fait un petit peu glisser la voiture sur des pistes, des choses comme ça, et le voyant s'allume pas. C'est-à-dire que la voiture, elle laisse faire, elle laisse glisser un peu, donc c'est plutôt sympa. Carrément. Mais franchement, ça c'est un point fort, je trouve, c'est ce côté... On conduit la voiture, on la conduit sciemment comme on veut, et elle réagit comme on a envie qu'elle réagisse, et elle-même nous informe exactement de sa position, de son si on va un petit peu trop fort ou pas, c'est simple quoi. C'est immédiatement ressenti. Alors Philippe, sur segment, il y a quand même beaucoup de concurrence. La version GT Line qu'on essaye là commence autour de 15 000 €. Est-ce que à ce prix-là, ce genre de voiture, tu la mets dans ta shortlist si tu dois acheter une citadine? Alors si je dois acheter une citadine, clairement, alors par rapport au prix, après c'est toujours assez subjectif, mais en tout cas moi d'un point de vue général, ce genre de voiture, je la trouve justement de par son look là, qui est vraiment distinctif, qui est en même temps qui est dynamique. C'est vrai, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que c'est pas une voiture qui va passer inaperçue, en plus en couleur blanche comme ça avec ses petits traits rouges, c'est sa face avant bien, on dirait une petite GT là, c'est carrément sympa. Évidemment, elle est tout à fait, même son environnement intérieur comme tu disais tout à l'heure, elle a tout ce qu'il faut pour carrément être dans une shortlist, c'est certain. Vous avez pris le soleil tous les deux. Ouais, bah oui, il faisait beau. Il faisait beau, très très beau en Espagne, clairement. Ouais, Montserrat, c'est toujours un bon spot pour les belles images. Tout à fait.
Philippe, elle est sympa cette Picanto. Alors là, on l'a dit dans le sujet, elle pêche un petit peu par son moteur. La bonne nouvelle, c'est que Kia va y remédier en proposant le 1 litre turbo dont on parlait dans le sujet, qui est aujourd'hui disponible sur la Rio, va le proposer dans la Picanto. Franchement, qu'est-ce qui va lui manquer après ça ? Après ça, il ne va rien lui manquer du tout. Effectivement, c'est le petit problème qu'on a soulevé en la conduisant. Mais ce moteur-là, il est amené à être remplacé. Donc, à la limite, on en parle quasiment plus. C'est pas un remplacement, c'est une extension de gamme. Hein. Voilà. Il sera toujours disponible. Il y a déjà le petit moteur, le petit 3 cylindres, là, qui est moins puissant, qui fait 67 chevaux. Donc, mais qui, en même temps, est quasiment plus vivant et plus sympathique, je trouve. Donc, c'est assez paradoxal. Et sinon, globalement, sans redire ce qu'on a dit dans le sujet, globalement, elle a un look qui est vraiment sympa, ça il faut reconnaître, et qui a fait fort, ça c'est la GT Line, et c'est vrai qu'ils ont donné pour une petite voiture. Ouais, elle se remarque, franchement, elle a une vraie identité cette voiture. Complètement. Et puis en plus, elle a quelque chose qui est assez amusant, c'est qu'elle se conduit facilement avec, c'est vrai que je le dis aussi, on a l'impression d'une voiture, d'une conduite à l'ancienne, mais avec le bon côté des choses, mais avec la sécurité d'aujourd'hui, et c'est vrai que c'est assez remarquable et sympa, je trouve. Attention, je te tiens pas la main, mais juste que comme tu les tapes sur la table, ça fait un petit peu de bruit, on l'entend. Excuse-moi. On l'entend à l'antenne. Moi, je suis rien, j'ai l'habitude, moi. C'est ça. Je suis plus à la table. Du coup, je sais plus ce que je veux dire. Kia Picanto. Oui, mais Kia Picanto, bien sûr. Moi, ce que je trouve vraiment frappant, et alors déjà sur la nouvelle Rio, c'était prégnant, mais là encore un peu plus, c'est l'équipement proposé et la qualité de la finition à l'intérieur. Il y a une progression, enfin, on n'a plus du tout l'impression d'être dans une Corène. Alors, il y a des petits travers très typés asiatiques, comme un volant avec énormément de boutons, mais voilà, ça, c'est pas les seuls. Mais en revanche, en termes d'équipement, de qualité d'assemblage, 7 ans de garantie quand même. Pour une citadine, on a une prestation qui, à mon sens, est difficile à battre aujourd'hui sur ce segment. Ouais, je suis d'accord. Alors effectivement, les blocs compteurs sont un peu gros, le volant aussi peut-être un petit peu gros si on prend des standards de voitures, je sais pas, par exemple une petite Peugeot avec un petit volant, etc. Peugeot, mais ça, c'est vraiment leur spécialité aussi, c'est leur spécialité, clairement. Donc dans une petite citadine, c'est vrai que le bloc compteur, moi j'ai trouvé un peu grand, mais sinon en termes de finition, en termes d'agrément de conduite, de confort aussi, hein, c'était super confortable. C'est important, ça te permet de bien voir ta vitesse. Oui, clairement. Pour Philippe, c'est essentiel. C'est toujours trop lent, c'est simple. Voilà, je vous rappelle que le Watch TV est également disponible sur les box Orange Télé 222, Freebox canal 239 et Bouygues canal 127. Driss, je vais te passer le guidon, c'est le cas de le dire, parce qu'on va parler maintenant d'un scooter, le Kymco AK550. Il a aussi des particularités intéressantes. Alors on va le voir à l'image dès que ce sera possible. Voilà, le voici. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Driss, ce scooter, pour commencer? Bon, alors la particularité, si tu veux commencer par là, c'est que c'est le premier scooter connecté. Alors ça, on va le dire après, parce qu'il y a aussi des images. Qu'est-ce que tu veux alors? Parle-moi du scooter. C'est un maxi, donc c'est un maxi scooter, encore une fois. On explique ce que c'est un maxi scooter. C'est un scooter avec un très gros moteur, là pour le coup, AK550. Donc un 550. C'est comme un T-Max alors du coup. C'est le concurrent direct du T-Max, qui est très bien équipé, tout aussi sportif. Tu as une fourche inversée, des freins Brembo, qu'est-ce que je peux te dire, c'est bien. Et ça part aussi fort au feu rouge. Ça part aussi fort, ouais. Après tu as un mode pluie quand même, il est très bien équipé, tu as 2 séries, les poignées chauffantes par exemple, il y a un vrai coffre, chose que tu n'as pas forcément sur le T-Max, tu as ce tableau de bord assez futuriste et on va y revenir, et pour finir quand même, la proposition donc avec tout cet équipement là, c'est quand même 1 600 € de moins que son concurrent japonais. C'est-à-dire, ça le positionne à combien? 9 890 €. 9 890 €. Oui, un T-Max, en plus, il y a beaucoup d'options, je crois, à prendre derrière, non? Alors non, ça dépend. Maintenant, le T-Max, t'en as 3. Donc voilà, là, on est en train de parler du modèle de base du T-Max. D'accord, ok. Voilà. La semaine dernière, on évoquait dans cette émission un autre scooter, un maxi également, qui était pour le coup le Honda XADV, qui était un crossover. Là, on n'est pas du tout sur le. Là, c'est vraiment un routier celui-là. Là, c'est du gros scooter sportif, donc de la ville ou de la balade, si tu as envie d'arssouiller un petit peu.
Alors, on l'a dit, on va en parler maintenant. Tu disais que c'était un scooter connecté. En voyant les images, je trouve ça assez rigolo parce qu'effectivement, d'ailleurs, je sais même pas si ça existe sur une voiture. Voilà, je vous laisse regarder. Alors, donc, on a un tableau de bord, on a une application dédiée qui s'appelle, on l'a vu, je sais plus comment, Noodle, voilà, peu importe. Ça fait un peu noodle, nouille. C'est vrai. Mais bon, c'est pour ça que je m'embrouillais un petit peu. En Amérique, ouais, non, c'est pas ça. Voilà. Mais là, donc, pas question de nouilles, mais donc plutôt de technologie. Qu'est-ce qu'on fait avec cette application et ce tableau de bord, Driss ? Alors, comme les voitures, aujourd'hui, les scooters donc, arrivent au tableau de bord tout numérique. Donc, tu as trois écrans, pardon. Tu as les deux à gauche et à droite où là tu as les informations qui concernent le scooter, la pression des pneus, ta consommation moyenne. Tu as énormément d'informations. Bien entendu, la vitesse et le régime moteur. Au centre, tu retrouves aussi ces informations vitesse, régime moteur. Sauf que cet écran au centre, tu peux le personnaliser avec l'application sur ton smartphone. D'accord. Alors, ça a double tranchant. Pour le moment, je suis un peu frustré. Parce que finalement, on sent qu'il y a un potentiel, mais pour le moment, bon, c'est sympa de changer, un peu comme sur une Apple Watch, tu peux changer ce qu'on appelle les faces, donc l'apparence de ton cadran, compteur, tu peux changer mettre une photo en arrière-plan du petit dernier par exemple. Il t'affiche aussi les notifications, alors avant que vous me sautiez tous dessus, une fois à l'arrêt, vous allez voir que tiens, vous avez reçu un SMS ou une notification de Facebook. Toutes les notifications du smartphone sont donc affichées. En revanche, on ne peut pas les consulter. Et on ne peut pas non plus décrocher. À l'arrêt, je ne suis pas d'accord. À l'arrêt, je me dis que ce serait quand même bien de ne pas avoir à sortir le smartphone et pouvoir, par exemple, consulter un SMS ou ce genre de choses-là. Mais ça dépend si tu es à l'arrêt dans les embouteillages ou si tu es à l'arrêt. À l'arrêt pur. On va rester encore. Tu prêches un convaincu niveau sécurité. Alors après, il va y avoir tout un tas d'évolutions possibles. La première, il n'y a personne qui me l'a encore dit, et le GPS. Typiquement. Et le GPS. Oui, et le GPS. Vous vous souvenez du TomTom Vio? Ça vous parle ou pas? C'est ce petit GPS en forme de rétroviseur, qu'on pose sur le scooter. Qui peut tomber dans les tunnels des fois. Que j'ai fait tomber dans un tunnel, mais qui a très bien résisté. Je l'ai récupéré, je précise, il refonctionne encore. C'était le support qui était à revoir. Donc le GPS pourra être intégré par la suite, et parce que c'est exactement le même concept que ce TomTom Vio, c'est un écran déporté, donc on peut envoyer ce qu'on veut sur cet écran. Aujourd'hui, on peut pas. Donc, alors aujourd'hui, tu peux uniquement, je t'ai dit, personnaliser l'écran central, mais ce sont les évolutions futures. Philippe, tu voulais poser une question. Quand tu roules, il y a rien qui se modifie. Je veux dire que le problème, c'est vrai, quand on roule à moto, c'est qu'on ne doit pas forcément avoir le regard sur les compteurs, mais plutôt avoir le regard le plus loin possible. Alors, donc, est-ce que tu as tout un tas de choses qui se mettent alors, toujours cet écran central, tu as un commodo au guidon, et là, tu peux faire changer ton affichage. Tu peux jouer avec les affichages. Il n'y a rien qui bouge systématiquement si tu as un affichage. Non, c'est pas intrusif, ça ne va pas te perturber pendant la conduite. On rappelle le prix, 9890 €. Ce sera le mot de la fin. Bien équipé en plus. Ça, les poignets chauds. Il faut que je passe le permis. Messieurs, ça va être le mot de la fin. Comme je vous disais, il me reste à vous remercier toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Philippe et Nicolas, et merci à Benjamin à la Réal. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas les rediffs et le replay. Parlez-en aussi à vos amis. Salut à tous. Salut.